s'agrandissent comme les autres. Oh non, tu es complètement folle. Tu as une meilleure idée? Oui, moi j'ai dit qu'il faut abandonner cet appareil. Et nous prenons la navette et nous guidons tout de suite cet enfer. Il faut tenter notre chance et espérer qu'on trouvera quelqu'un qui nous ramasse. On ne tient pas à 4 dans la navette. Bon là, on n'a qu'à tirer à la courte paille. Je suis pas pour tirer à la courte paille. Je suis pour tuer cette saloperie et tout de suite. D'accord. Voyons, comment on pourrait le tuer, puisqu'on sait qu'il utilise des produits d'aération dont c'est toi qui l'écoutes, Parker. Je voudrais... La ferme! Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Campus Amiens, c'est Pop et Cornet, votre émission Ciné Canapé. Sarah, bonjour. Olivier, bonjour. Cette semaine, on revient donc comme toutes les semaines avec un nouveau film. Après la semaine dernière où on vous avait fait Scream, on comptait à la base s'éloigner un petit peu, même un maximum de l'horreur et plutôt revenir avec une comédie. Mais l'actualité nous a rattrapés à ce niveau-là. Oui, effectivement, puisqu'on a appris avec beaucoup de tristesse, comme plein de gens, du moins on le suppose, on l'espère, la mort de Giger, donc qui était l'homme qui avait créé le design et la bête qui était donc Alien. Le xénomorphe. Oui, la bête biomécanique aussi, on dit. Ah bon? Oui, on dit, il a fait avec des tuyaux et puis des ossements humains sur la maquette, donc on appelait ça de la biomécanique. C'est fabuleux, ça fait voilà, même pas une minute que l'émission commence et tu apprends déjà quelque chose. Donc suite à la mort de Giger, on s'est dit que bon, finalement, on ferait un film poète un peu plus tard et que là, on allait se repencher sur un classique. Qu'est-ce qu'on fait comme classique? C'est insupportable. Principe de faire découvrir des films pas connus, il s'avère de plus en plus délicat. Oui, cela étant dit, moi j'ai mis des années et des années avant de regarder Alien, alors je suppose qu'il y a des gens qui ne l'ont toujours pas vu. Et que donc c'est vraiment l'occasion de se repencher dessus parce que voilà, ça a été considéré, acté il y a très peu comme un film très important visuellement, cinématographiquement et esthétiquement, très important dans le cinéma du XXe siècle. Tout à fait, c'est pour ça que d'ailleurs même ceux qui suppose que la majorité des gens qui ne l'auraient pas vu sont quand même au courant qu'il y a eu après Aliens, puis Alien 3, puis Alien 4, dans lesquels on retrouve le personnage central joué par Sigourney Weaver et qu'on va malheureusement tomber un peu dans le spoil lors de cette émission, on prévient tout de suite. Oui, en expliquant qu'elle survit. Oui, bah cela dit, s'il y en a 4, on se doute un petit peu qu'elle survit. Bon, donc c'est pour ça. C'est du semi-spoil. Tu nous le pitch? Oui, alors le pitch il est très simple. On est en 2000, je ne sais plus, 122, un truc comme ça, perdu au fin fond de l'espace dans un système solaire qui n'est pas le nôtre. Et il se trouve que dans ce système solaire, il y a un vaisseau commercial. Le Nostromo. Voilà, le Nostromo. En route pour le retour à la case départ, à savoir la Terre, avec un chargement, on sait pas trop. C'est un point important. C'est pas des super militaires. On n'est pas dans l'Enterprise de Star Trek. Pas du tout. C'est pas des super militaires héroïques. C'est vraiment des. Voilà, on n'est pas non plus dans les cosmonautes de 2001 l'Odyssée de l'espace. Voilà, il y a pas non plus de guerre comme dans la guerre des étoiles. C'est ça, tout ça c'est au même moment. C'est du pur commerce. C'est l'équivalent des camionneurs ou du moins des bateaux, des avions qui font le commerce à notre époque. Donc des convoyeurs intersidéraux. C'est mieux dit. Alors, grande mode à l'époque, qui sont en pleine stase, c'est-à-dire en sommeil artificiel volontaire pour s'épargner un petit peu les mois et les mois et les mois de voyage entre le point A et le point B, qui sont réveillés d'un coup d'un seul, tous ensemble, et qui se disent « Ah bah chouette, on est bientôt rentrés », et il s'avère que... Bien. Je pense que vous avez dû comprendre qu'on n'est pas encore arrivé. On est juste à mi-chemin. Quoi? Maman a interrompu le cours de notre voyage. Pourquoi? Elle est programmée pour le faire dans certaines conditions exceptionnelles, c'est ce qui s'est passé. De quoi par exemple? Il me semble qu'elle ait intercepté une émission d'origine inconnue. Elle nous a réveillés pour qu'on vérifie. Une émission extérieure? Ouais. Mais quel genre d'émission? C'est un signal sonore qui se répète à intervalles réguliers de 12 secondes. Donc des salariés d'une compagnie qui se réveillent comme ça, ou qui sont réveillés plutôt inopinément par une espèce d'intelligence artificielle qui gère le vaisseau pendant leur sommeil, et qui sont réveillés parce que cette intelligence qui s'appelle Maman a donc repéré un signal sur une planète qui s'appelle LV426, et donc ils décident, comme ils sont très intelligents, d'aller voir. Conformément aux lois d'aujourd'hui également, quand en mer ou ailleurs, on a un signal de secours, si on est convoyeur ou autre, on est tenu
d'aller vérifier s'il n'y a pas des gens à sauver. Alors, ça n'est pas un signal de secours d'abord. Je vais me reprendre moi-même toute seule. En fait, ils n'y vont pas parce qu'ils sont bêtes et parce qu'ils ont rien d'autre à faire. Ils y vont parce que c'est dans leur contrat et s'ils n'y vont pas, on leur sucre leur prime. Oui. Ce qui est quand même extraordinaire. Qui est qui est le sujet de la première conversation d'ailleurs, la prime. Ça fait 4 ans qu'ils dorment et ils se réveillent et le but c'est est-ce qu'on va être payé et est-ce qu'on va bouffer des trucs moins dégueulasses qu'il y a 4 ans. Mais c'est normal, c'est le quotidien, ce sont des gens normaux, hein, c'était ce qu'on disait, pas des grands militaires ou autres. Ouais, et ben c'est très appuyé là-dessus. Ouais, bah ça fait plaisir aussi de pas commencer quelque chose par oh mon dieu, regarde ce signal là-bas. Ça doit être une intelligence artificielle. Allons voir. Donc ils vont voir. Bah en même temps leur vaisseau est un peu en rade parce que l'atterrissage a été un petit peu violent. Donc le temps qu'on répare, les autres vont se promener pour aller voir ce fameux signal et ils découvrent une espèce de grotte. Donc là déjà on va préciser, on est sur la planète entièrement designée aussi par Geiger, c'est resté très célèbre, tout comme le vaisseau, et c'est là qu'ils vont découvrir celui qu'on appelle le Space Jockey. Il semble que c'est important. Oui, une espèce de créature humanoïde géante, morte, fossilisée, qui serait là d'où part le signal émis. Voilà, vraisemblablement un signal de secours assez vieux. Oui, dont on apprendra que c'est pas vraiment un signal de secours, mais ça on va pas on va pas non plus trop en dire. Et il s'avère que en trouvant ce Space Jockey, il trouve également une espèce de des œufs. Voilà, des œufs, une salle remplie d'œufs. Donc ça c'est resté également tout à fait culte. C'est d'ailleurs l'affiche la plus connue du film, hein, l'œuf. Oh oui. Et oui. Non, je me rappelle. Donc allons vite. Spoilons. Oui, spoilons. C'est-à-dire qu'ils vont bien sûr aller faire un petit tour dans cette espèce de champ d'œufs. L'un d'entre eux va être attaqué par truc qui vit à l'intérieur. Sorte de mi-sangsue, mi-insecte, un truc absolument dégueulasse. Bah un truc qui ressemble à quelque chose qu'on a retrouvé il y a pas longtemps dans des eaux de l'Amérique latine, qui est absolument immonde. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais si c'est vrai, ça fait flipper. Ah oui, puis qui ressemble fortement à un sexe féminin aussi. Ah, ça ressemble moins que dans les boutures suivantes, si je peux me permettre. Mais c'est un débat qu'on n'aura pas parce qu'il y a des boutures qui n'ont pas existé. Bon. Mais non, mais ça ressemble à un gros truc dégueulasse, disons-le. Et qui a la bonne idée de venir s'accrocher à la tête des gens. Voilà, une espèce de truc arachnéide, crado. Ça ressemble à une limule en fait, étrangement, mais sans la carapace. Si vous savez pas ce que c'est une limule, je vous conseille pas d'aller voir parce que c'est vraiment crade. D'accord, j'irai pas voir. Voilà, mais c'est bien, on soigne le cancer avec, mais c'est pas grave. Toujours est-il que donc, comme ils sont quoi, 6-7 dans ce pauvre vaisseau et qu'ils vivent en vase clos et qu'ils connaissent plus que eux et que voilà, ils peuvent pas s'abandonner les uns les autres, ils décident de revenir au vaisseau avec ce pauvre malheureux qui a ce truc comme ça planté dans le casque. John Hurt en l'occurrence. Voilà, John Hurt. Ça lui aurait plus servi dans Elephant Man, mais pas de bol, ça lui tombe dessus à ce moment-là. Et donc ils décident de le ramener, voilà, parce que on laisse personne derrière et qu'on fait ce voyage tous ensemble et qu'on va rentrer tous ensemble. Bizarrement, ils ont quand même l'air de vivre super tous ensemble et d'être tous copains, mais en fait on se rend très vite compte à ce moment-là qu'il y a un petit peu des dissidences dans l'équipage et qu'en fait tout le monde n'est pas super copain avec tout le monde. Bah fatalement ça va mener un petit peu à des emmerdes. Il peut mourir en 24 heures. Ouvre le sas. Écoute-moi, si on n'applique pas la quarantaine, on peut tous mourir. Enfin, est-ce que tu vas ouvrir cette saloperie de sas? Il faut tout de suite le faire entrer. Non, je ne peux pas. Et si vous étiez à ma place, vous en feriez autant. Ripley, c'est un ordre. Ouvre immédiatement le sas. Oui. Je te dis que c'est un ordre. Tu as entendu? Oui, j'ai très bien entendu. La réponse est négative. J'ai ouvert le sas. Faut se dire que le lieutenant Ripley, si elle survit quand même pendant les 4 épisodes, c'est que c'est un peu la voix de la raison. En même temps, à ce stade-là, on pourrait supposer que c'est surtout la voix de la méchante. Elle fait très froide, elle fait... Pas du tout, elle a un ordre et elle les suit. Oui, mais je trouve que le film est très bien fait pour qu'on ne sache pas logiquement, si c'est la première fois qu'on voit le film, qui est l'héroïne. D'ailleurs, à la base... ça n'aurait pas dû être une héroïne, ça aurait même pu être un homme à la base, dans le scénario, le premier scénario. Après, sur le second scénario, alors je vais avoir besoin de toi pour te souvenir des noms d'acteurs. Son personnage devait être joué par la deuxième actrice qui est Veronica Cartwright. Et puis ils ont finalement décidé d'intervertir les deux actrices en se disant on va plutôt prendre la pas connue. Déjà elle est plus androgyne, Sigourney Weaver. Donc. Bah elle est un peu plus stock que la petite Veronica qui doit faire 1m50. Et en plus c'est plus surprenant, la survivante, l'héroïne, finalement ça sera l'actrice pas connue. Ce qui était Sigourney Weaver à l'époque. Une actrice pas connue sortie de Broadway. Tout acteur connu ayant commencé avant par être un acteur inconnu. C'est pourquoi donc tu disais que c'est donc l'héroïne celle qui se rebelle contre en plus le capitaine. Non, mais pas du tout. Elle ne se rebelle pas. Au contraire, elle suit le règlement. C'est les autres qui se rebellent en disant mais on en a rien à foutre, tu vas ouvrir cette porte parce que on a décidé que, alors que elle vient dire non, si on ouvre la porte, c'est dangereux. Donc je dis qu'elle survit dans les 4 épisodes parce que c'est la voix de la raison, parce qu'elle a dessous le jugeote et qu'elle a un peu de réflexe et que surtout c'est quelqu'un de très carré contrairement aux autres, notamment certains des personnages qui sont alors peut-être rendus un petit peu cinglés par l'enfermement et l'isolement.
Oui, sauf dans le deuxième où elle survit parce qu'elle a des couilles et qu'elle a un cœur. Mais ça, c'est James Cameron, on va pas non plus C'est lui vrai. demander de faire dans la psychologie fine. Ce serait nouveau. Oui, mais parce qu'elle réfléchit quand même avant d'avoir des couilles. Hein. Parce que pour faire un truc, elle se dit non, il faut pas faire ça parce qu'on va faire ça. Et elle a beau s'engueuler avec des gens, le fait est qu'elle fait les choses parce qu'elle a décidé parce qu'elle a réfléchi que. Donc la suite du pitch, ça va aller très très vite parce qu'on va s'arrêter quand même un moment dans le spoiler. Oui, bah ils finissent par faire rentrer cette bestiole qui s'avère. Enfin, ils finissent par faire rentrer Oui. John Hurt avec. Il s'appelle pas John Hurt. Kane, oui, pardon, qui donc avait la bestiole accrochée à sa face. Ils vont faire quelques petits tests, opérations, mais la bestiole va finir par mourir d'elle-même, si je me souviens bien. Oui, en fait, on sait pas trop, elle se dessèche et elle meurt un peu comme un coco, hein, alors qu'à la base, ils étaient en train de se dire que mon Dieu, ils allaient jamais pouvoir la tuer parce qu'elle saigne de l'acide. et elle finit par mourir. Kane se réveille, il va vachement mieux, il fait alors les loulous, comment ça va? Hop, tout le monde plaisante, ha ha ha, on va à table. C'est ça, poète me ferait bien une blanquette. C'est ça. Et c'est au cours de la blanquette que le drame arrive. On est désolé, on n'a pas d'extrait. C'était première chose forcément à laquelle on avait pensé, l'extrait du repas, mais ça passait pas, c'est visuel. S'il y a une scène à voir dans Alien, c'est quand même la scène où cette espèce de truc absolument trop mignon Oui, c'est vrai. explose la poitrine de Kane pour aller ensuite se barrer au fin fond du vaisseau et que voilà, après ils vont passer leur temps à chercher. En l'occurrence, un bébé xénomorphe, donc. Très disons. très mignon. Oui, assez quoique. Ah oui, ah si, moi j'en veux un chez moi. Enfin, qui grandit pas, je veux un alien nain. Hein. Si on va là, ça part n'importe quoi cette conversation. Si on va le chercher dans une animalerie qu'on est au courant, oui, pourquoi pas. Par contre, tu rentres chez toi, tu trouves ça chez toi, bon, tu te méfies 2 secondes. Ah avant, non, quand même. j'appelle les Ghostbusters direct. Et ça tombe bien, tu tomberas peut-être sur Sigourney Weaver. Ouais, je sais. Dans un autre rôle. Cool. Non, mais toujours est-il que voilà, il y a cette toute petite bestiole. Alors encore une fois, hein, c'est un bébé de Geiger qui explose la poitrine de John Hurt et qui finit par se barrer dans le vaisseau. Et après, l'histoire, ça va être de faire des équipes de 2. Oh, ce qui est complètement dingue. Là, on arrive dans les règles, hein, on se réfère à l'émission précédente, on arrive dans les règles de base du slasher, on dira plus facilement survival parce que c'est pas un maniaque avec un couteau. Oui. Mais les règles sont approximativement les mêmes. On a tant de personnes, là on en a 7. Ouais. On a Bon, on en a un plus 6 danger. déjà. On a déjà plus que 6, c'est vrai, à ce stade. Un gros danger, à savoir là un bébé trop mignon qui grandit assez rapidement, très très rapidement. Très très rapide. Puis qui doit saigner du sang lui aussi, hein, accessoirement. Saigner de l'acide, pardon, excusez-moi. Oui, donc on peut difficilement tuer, surtout quand on est un vaisseau spatial dans l'espace. Oui, c'est-à-dire que si tu fais un trou dans la coque, tu meurs. Non, mais c'est bien parce que ça ajoute une difficulté quand tu vois effectivement cet acide qui commence à détruire toutes les parois du vaisseau. Tu te dis, mon Dieu, ils sont déjà foutus. Alors que pas encore, mais bon, il faudrait non plus pas en faire trop pour que voilà, ça perce la coque et que tout le monde meure. Voilà, fin du film à 42 minutes, aucun intérêt. D'autant, on va préciser ça quand même au niveau de l'histoire, qu'il y a une couille sous la roche. Cette expression n'existe pas. On peut dire comme ça, ouais. Un petit complot par derrière, hein, le signal n'était pas fait au hasard. Ordre d'urgence 10-03-75. Quel est l'ordre spécial 937? Mais qu'est-ce qu'il y a? Nostromo dérouté sur nouvelles coordonnées. Chercher forme vivante. Prendre spécimen. Priorité numéro 1, assurer retour sur Terre de cet organisme pour analyse. Toute autre considération est secondaire et l'équipage peut être sacrifié. Maman donne des ordres un peu particuliers. J'aime beaucoup cette façon dans les films de science-fiction de mettre dans le dialogue plein de chiffres tout le temps. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le son du clavier derrière. On dirait une machine à écrire du 19e siècle. Il fait clac, 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 alors qu'on est quand même dans, allez, 150 ans maintenant. Oui, bien évidemment, les écrans d'ordinateur, on est encore assez loin de la 3D, qui aurait pourtant dû être le cas, mais... Cela étant dit, on se moque gentiment, mais on en a vu une version un petit peu rajeunie et virginisée de Alien, avec donc les effets spéciaux de maintenant. Et ben, je préfère vachement la version de 79, quand même. Oui, non, mais puis c'est pas Alien, c'est tous les films de science-fiction de l'époque, c'était des Amstrad, les écrans. Bon, c'est pas grave, c'est... On pouvait pas non plus faire autre chose. Je vais sauver le monde avec mon Vectrex. Poussez-vous. À présent qu'on a à peu près tout dit, on va pas dire pourquoi le film est bien, hein, parce qu'on a quand même fait le pitch déjà sur un assez long moment. Si, on va dire pourquoi le film est bien. Alors moi déjà, j'admire beaucoup la genèse. À la base, c'était quand même parti pour être un petit film de série B, horrifique, science-fiction, de genre qui marchait, qui cartonnait à cette époque. Limite, c'est limite qu'aujourd'hui on sortirait en direct tout DVD, quoi. Et pourtant, ça a fait un tabac phénoménal. Oui, bah justement, c'est ce que j'allais dire. Ça a peut-être fait un tabac phénoménal, non seulement parce que, d'abord, je trouve que l'histoire est pas si stupide. Enfin, on n'a pas, ça a beau être une série B, on n'a pas des caractères de personnages complètement teubés, qui sont très monolithiques. Voilà, l'histoire de base est assez simple. Pour y arriver, en tout cas, l'histoire de base, c'est quand même un monstre dans un espace clôt qui tue des gens, donc il y a rien de plus simple. Mais le traitement
est extrêmement intelligent. On a rajouté 2 talents artistiques que sont donc Giger, on le disait au niveau du design, mais Ridley Scott qui à l'époque était quand même un tout jeune réal qui avait fait un seul long métrage qui était Les Duellistes, tout à fait, toujours pas vu mais qui paraît-il est très bien, qui était primé à Cannes. Donc beaucoup de talent, une toute jeune Sigourney Weaver qui s'avérera être effectivement une grande actrice. Oui. Donc c'est comme ça que d'un tout petit film on arrive à fabriquer un des plus grands succès du cinéma. Oui, c'est clairement aussi parce que ça tient à un aspect visuel absolument dingue. Enfin moi je me rappelle la première fois que je l'ai vu, je voulais pas voir Alien parce que ça m'a traumatisée quand j'étais petite. On m'a collé devant un jour en me disant mais si c'est merveilleux, il faut regarder. Et effectivement, je me suis rendu compte à quel point c'était horriblement merveilleux à regarder parce que c'est crade, c'est pas beau. Ça donne pas envie effectivement d'en avoir un chez soi quand à la taille adulte, mais en même temps à regarder, je trouve ça extraordinaire. Enfin, visuellement, c'est une esthétique complètement folle et je pense que la différence entre justement une série B et le fait que ça ait marché, ça tient un petit peu beaucoup au fait que visuellement c'était un truc de malade. Tu ne vois rien, tu ne sais pas ce qui se passe. Quand tu vois des trucs, tu voulais pas les voir. Tout est poisseux sans être crado. Et en même temps, il y a des choses absolument claires. On a des grands couloirs très blancs. On a des trucs de la vie quotidienne. On a des trucs très rassurants. Et en même temps, ça fait quand même flipper. Enfin, moi, je l'ai revu il y a pas longtemps. J'avoue que j'ai fait avoir 1 ou 2 fois quand même. Ça va à ce niveau-là, moi. Ceci dit, ah mais c'est la fin. Je suis parfaitement. Oui, chaque fois, moi, je suis pas. Ah oui, tu as raison. Ouais, j'ai été eu. Moi-même à ce moment-là, j'ai. Bah, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le jumpscare qui est surutilisé, mais là, c'est très très intelligemment fait. Oui, et puis c'est en 79, donc peut-être voilà. que... Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais de toute façon, effectivement, il y a peut-être des petits points sur la science-fiction. Vous avez pu entendre dans les extraits des bruitages à la R2D2 qui ont un peu vieilli. Le principe de maman, hein, si là on a maman dans 2001 l'Odyssée de l'espace, on avait papa qui était Hal, c'est un peu toujours le même principe d'intelligence artificielle. Des passages obligés de la science-fiction de l'époque qui ont possiblement un tout petit peu vieilli. Je ne sais pas ce que t'en penses. Bah non, je suis pas d'accord. Peut-être dans le traitement. Après, je veux dire, on nous a quand même sorti un Terminator numéro 18 il y a quelques années. Ça prouve bien que le rapport à l'intelligence artificielle, on n'a pas fini de le traiter, même si on le traite différemment. Ce que je trouve très intelligent justement dans Alien, c'est que cette intelligence artificielle qui est censée être un petit peu... qui pourrait prêter à la traîtrise, en fait, se retrouve ailleurs. J'étais vraiment dans une idée d'esthétique, cette voix robotique, cette façon de faire, c'était ce que je disais. Mais... Oui, mais je persiste à dire que même dans Alien, il y a un autre traitement de l'intelligence artificielle qui n'a absolument rien à voir. Mais oui, tu as raison, effectivement. Et puis, je parlais de toute façon au niveau de l'esthétique, Alien est sauvé par, on le disait, Giger, qui a produit quelque chose qui là, pour le coup, ne vieillit pas. Mais c'est effectivement, ça tient beaucoup à ça. C'est humanoïde et c'est mécanique et c'est extraterrestre en même temps. Mais en même temps, c'est ce qui fait de l'alien un surêtre, un truc invincible, un guerrier ultime. C'est aussi pour ça que... Oui, alors qu'il est intéressant. Moi, en tant que fan comment on peut tuer un truc qu'on peut pas tuer. Et puis en tant que fan de films d'horreur, hein, c'est ça, l'alien, c'est quand même une créature de l'histoire du cinéma, une des plus célèbres, une des plus célébrées, une des plus aimées, et c'est mon cas. Une des plus dégueulasses aussi. Mais belle. Ah oui, belle. Non mais elle est cauchemardesque, mais elle est magnifique. Oui. On est d'accord, mais elle est quand même... extrêmement bien faite, elle est extrêmement bien dessinée. Mais elle est très belle, en même temps elle bave. Je pense que ça suffit bizarrement à en faire quelque chose de sale. Puis elle a double mâchoire au bout de la langue, c'est Bon, ça après... Mais ça c'est la mécanique, ça. Oui, et puis parlons clairement, elle est constituée de 4 ou 5 formes phalliques, c'est... Oui, non, mais puis attends, elle naît aussi d'un truc qui s'enfonce dans la gorge de quelqu'un pour aller féconder un œsophage qui finit par péter de l'intérieur. Enfin, toute sa mythologie est crade. Voilà, mais la bête est belle. Vous avez compris, regardez ce film avec vos enfants, faites-vous plaisir. Bah écoute... J'avais prévu une comédie, mais on pourrait refaire un Disney peut-être. Non, je ne suis pas d'accord. Hein. On fera pas les autres aliens, mais on fera pas un Disney. 2 mots sur les autres aliens alors, rapidement aussi quand même. Non. Sur la mythologie. Même pas 2 mots. Non. Bon. Alors le 2 est une grosse bouse et je me fais des ennemis peut-être, mais je m'en moque. Le 2 est franchement pas terrible. Voilà, je l'ai quand même très mal pris. J'aime bien Cameron, mais c'est pas ce qu'il a fait de mieux en voilà, plus. Il fallait même pas quand on y aime aller. Cameron, moi j'aime beaucoup Cameron, mais c'est vraiment pas ce qu'il a fait. Non, mais il s'est dit oh là là, il va y avoir de l'eau, il va y avoir des grosses bêtes, je vais y aller. Non, arrête. Il y a pas beaucoup d'eau en plus, il y en a pas tant que ça. Ah mais il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Cameron aime l'eau. Ah oui, ça. Voilà, entre Abyss et Titanic, il nous a fait Alien. Le mec, il a fait de l'eau. Bref. Le 3, on est en désaccord. Oui. Tu ne l'aimes pas beaucoup. Moi, je le trouve très intéressant et franchement joli. Je le trouve intéressant, mais je l'aime pas. Et par contre, il est fait par Fincher, hein, disons-le quand même. David Fincher, c'était l'un de ses premiers films. C'est vrai. Mais par contre, je me suis réconciliée avec le 4e, étrangement, qui était fait par Jeunet. Ouais, et qui en fait est une espèce de grosse Hollywooderie, mais que Jeunet a très très bien réussi. Hein. C'est très étrange, c'est très très malsain. C'est très français, hein. C'est très désagréable dans ce que ça dégage.
C'est très bien fait, c'est très joli, et enfin c'est très joli, c'est très je beau trouve... à regarder. Oui, ça c'est. Mais tu sortais pas bien. Ah, je sais pas, moi je trouve au contraire que c'est du gros ludisme, de l'explosion, des effets spéciaux, mais tout très bien traité. Et puis Dominique Pignon et Ron Perlman, donc. Ouais, et toutes les Hélène Ripley déglinguées et les embryons de il y a des cadavres et scènes, d'expérience. Il y a des trucs assez trash quand même. Enfin hein. voilà. Et donc la tétralogie s'arrête là. Voilà, c'est ce qu'on appelle une tétralogie. Et après, il n'y a plus jamais eu aucun alien. Voilà, parce qu'ils peuvent pas perdre contre les prédateurs, ça c'est pas possible. Donc ne croyez pas ceux qui parlent de cette rumeur. Non, en plus le premier traité en forme de série B n'est pas si dégueulasse que ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà. Pour une série B, c'était pas si affreux parce que c'était quand même rare que je vois une série B, surtout qui fait des crossovers comme ça, qui apporte un petit peu de soin à l'esthétique des produits originaux. Non, on le sort de la tétralogie, ça fait pas partie des non, aliens, pas du tout. Mais si vous tombez dessus, regardez-le. C'est pas désagréable et c'est assez fidèle, je trouve, à ce à quoi ressemblaient les monstres il y a 40 ans. Mais on reste d'accord pour dire que le meilleur d'assez loin, c'est le premier. Mais c'est le premier de toute façon parce qu'il a créé la bête, il a créé l'histoire, il a créé les personnages, il a créé une héroïne parce qu'il faut pas non plus oublier qu'on est en 79 et que elle était gentille, hein, la princesse Leia, mais en vrai, là, soudain, effectivement, sortie de nulle part, sortie d'une scène de Broadway, débarque Sigourney Weaver avec son petit physique comme ça de jeune fille en fleurs. Elle était très mignonne à l'époque. Elle était très mignonne, mais elle était quand même un peu stock pour une, je sais pas quel âge elle avait, une trentaine d'années. Ma mâchoire assez carrée, quelque chose d'assez. Une carrure. Et en même temps, très bien, puisque on en a sorti une héroïne et une espèce de symbole vivant de. Du courage dans le film. Non, mais de. Un symbole féministe. Ouais, un espèce de symbole comme ça de femme forte. C'est la survivante et c'est pas la survivante parce qu'elle courait dans les bois et qu'elle courait plus vite que les autres. Enfin, c'est une nana qui s'érige contre ses petits copains mâles, qui réfléchit et qui va se battre, qui va sauver le chat et qui finit par s'en sortir. Oh, et qui s'en sort quand même quel spoiler. Qui s'en sort quand même pendant plusieurs épisodes. D'ailleurs, revient à ce que tu disais tout à l'heure, un xénomorphe adulte dans sa maison, c'est pas sympa. Alors moi, dans mes 18 mètres carrés en plus, il prendrait de la place, mais mon chat pourrait s'en sortir. C'est pas faux parce qu'apparemment, ils ont rien contre les chats. Les vaches, les chiens, moins, mais alors les chats, toujours est-il que tu voudrais pas un petit xénomorphe chez toi, mais moi, une petite Sigourney Weaver chez moi, je me sentirais un peu plus, tu vois, un peu plus en sécurité. 18 mètres carrés, il y a toujours peu de place chez moi, mais bon, le temps d'un autographe. Non, mais voilà, elle a créé aussi, elle a amené à une longue lignée ensuite de femmes fortes, héroïnes, qui prennent les armes, ce qu'elle fait pas dans le premier, mais ce qu'elle sera, du coup, obligée de faire dans le deuxième. Et voilà, elle crée une espèce de rôle modèle de femme. Donc un petit mot, avant de terminer, un petit mot sur le casting, Sarah ? Oui, parce qu'il y avait quand même des vrais bons acteurs dans Alien, même si c'était plus ou moins prévu que ce soit une série B à la base. On retrouve quand même John Hurt, Tom Skerritt, Veronica Cartwright qu'on a mentionné tout à l'heure, Harry Dean Stanton, qui déjà à l'époque avait l'air aussi vieux que John Hurt aujourd'hui. C'est vrai, et qui est pourtant, alors moi le mec que jamais j'aurais mis dans un gros film d'horreur à gros budget, mais on est ravis qu'il soit là parce que lui aussi je l'aime beaucoup. Mais il a une trogne. Et puis son compagnon, parce qu'il joue le technicien. Yaphet Kotto. Ouais, avec Yaphet Kotto. Et puis Yann Holm, qui joue le scientifique de l'expédition. Voilà, qui font le. Et j'ai oublié, non, faut pas l'oublier. Bolaji Badejo. Ouais, c'est ça, Bolaji Badejo, qui n'est personne, mais qui est le monsieur dans le costume du xénomorphe, tout simplement, parce que à Alien 1, c'était un monsieur dans le costume. Exactement. Et ça, c'était bien. Ça, c'était les années 70 et le début des années 80. C'est quand on mettait des vrais gens dans les costumes. Oui, enfin, c'était des vrais effets spéciaux. Sur Alien 4, la scène où t'as 4 aliens qui nagent très très vite, c'est plus compliqué dans un costume si tu veux, donc c'est une question de choix au final. Ouais, mais non, je suis pas d'accord. Mais je suis d'accord avec toi, Si. De toute façon, c'est toujours vachement mieux quand c'est du vrai que quand c'est du numérique. On a le droit d'être vieux con. C'est vrai. Donc c'est fait au niveau du casting. Bah oui, non, je reviens sur ce que tu disais, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que il faut le voir, hein, même si on l'a déjà vu et même si on l'a déjà revu et qu'on l'a revu, c'est vraiment le genre de film dont il faut vraiment pas se priver. Et puis ça reste, on le disait, fait pour être une série B, un film d'horreur, donc ça reste aussi un film aussi intelligent que ce soit un film popcorn. Si vous avez des amis qui n'ont pas vu, vous prenez le DVD ou autre chose, vous allez chez eux, vous faites une soirée. Oui, et puis au-delà de ça, on l'a dit tout à l'heure aussi, c'est un film qui ne vieillit pas. Esthétiquement, c'est une merveille. Oui, tout à fait. On n'a pas dit un mot sur la BO aussi, parce qu'il n'y a pas de BO, il n'y a que du score, qui a été fait par Jerry Goldsmith, même s'il n'en était pas très content à l'époque. On passera donc aujourd'hui
pas de musique parce que le score c'est bien mais ça fait un peu flipper, qui est relativement présent de manière assez traditionnelle, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose, on va avoir de la musique, mais qui est aussi absolument génial pendant absolument tout le film. De toute façon, moi c'est mon type de score préféré, à savoir que c'est pas ce qui s'écoute le plus facilement sur une chaîne comme ça évidemment, mais ça sert incroyablement le film. Je suis tout à fait d'accord. Sur ce, Olivier, ton conseil du jour. Alors, mon conseil du jour, j'en ai pas. Olivier fait grève. Ouais, je fais la semaine. tête. Je vous avais parlé il y a peu de temps d'une série absolument fantastique qui s'appelle Community et qui était en galère d'audience, pour parler clairement, et on espérait une 6e et dernière saison avant un film. La 6e saison n'aura jamais lieu. Les patrons d'NBC, dont le papa donc de Sigourney Weaver, tu viens de m'apprendre ça, on a appris ça avant l'émission, enfin avant l'enregistrement, ouais. On décidait donc purement et simplement d'annuler la série. Je fais la tête, ça prouve qu'il n'écoute pas Pop et Cornet en plus, je trouve ça extrêmement désagréable. Donc voilà, pas de conseil. Pas de conseil. Pas de conseil. Bon. Moi je pallie, je suis navrée, donc je ne veux pas ne pas être solidaire, mais moi j'avais envie de conseiller un autre film avec Sigourney Weaver, parce qu'au cas où on l'aurait pas compris, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et je voulais conseiller donc aujourd'hui La jeune fille à la mort de Roman Polanski, qui date de 94, c'est pas si vieux que ça, qui est pas forcément l'un de ses films les plus connus. Et qui est juste une petite merveille, et pourtant Dieu sait que je suis pas une grande fan de Polanski, mais c'est un film que j'ai vu il y a des années, donc à l'époque était plus ou moins récent, qui a pas vieilli non plus et qui est vraiment quelque chose à voir. Voilà, et alors avant de vous quitter, on va préciser, donc ça fait 2 fois de suite qu'on fait un film, on va dire horrifique pour rester général, et en plus culte et vu par à peu près tout le monde. Du coup, on va faire grève en vrai. La semaine prochaine, on va vous passer en fait une émission, on ne sait pas encore bien laquelle, mais une émission qui a été enregistrée il y a déjà pas mal de temps, donc nos excuses par avance envers les petits anachronismes si on parle d'actualité qui n'en sont plus. Et on viendra, promis, la semaine suivante avec un film moins connu et plus sympa. Et plus rigolo. Et plus poète. Plus rigolo. Sur ce, Olivier. Je ne crois pas aux assurances, disait Burt Reynolds dans Délivrance. Je devrais atteindre la frontière dans moins de 6 semaines. Avec de la chance, le réseau devrait me repérer. Ici Ripley, dernier survivant du Nostromo. Terminé. Allez, viens le chat.